Le juge joue à vérité ou mensonge avec un garçon noir au tribunal, ignorant qu'il s'agit d'un génie juridique doté d'un QI élevé. La salle d'audience du tribunal d'État est restée absolument silencieuse lorsque le juge Robertson a proposé un jeu au garçon noir de 12 ans qui avait osé se défendre. Ce que personne n'imaginait, c'est que dans les heures qui suivraient, cette salle d'audience deviendrait le théâtre de l'une des plus grandes révélations de corruption policière de l'histoire de la ville. Le jeune prodige Adam Foster allait non seulement démanteler un réseau criminel qui s'étendait du département de la police aux plus hautes sphères du pouvoir, mais il allait aussi mettre sa propre vie en danger pour exposer une vérité que beaucoup tueraient pour qu'elle reste enfouie. Adam ajuste la cravate du costume d'emprunt qui semble l'engloutir tout entier, cadeau de son oncle qui estime qu'un homme doit s'habiller comme tel, même à l'âge de 12 ans. Derrière ses lunettes à monture fine, ses yeux vifs étudient le juge, tandis que son esprit calcule chaque coup comme une partie d'échecs. Au premier rang, sa mère Sarah se tordait les mains nerveusement. Elle savait que son fils était différent. À 7 ans, il lisait des livres de droit constitutionnel. À 9 ans, il discutait de jurisprudence avec des avocats à la bibliothèque publique, et à 10 ans, il en savait déjà plus sur le droit que de nombreux professionnels qualifiés. « Très bien, jeune homme », dit le juge Robertson, en s'adossant à sa chaise avec un sourire condescendant qui incita Adam à serrer discrètement les poings. « Puisque vous insistez pour renoncer à votre avocat commis d'office et vous représenter vous-même, rendons la chose intéressante. Que diriez-vous d'un petit jeu de vérité ou de mensonge? Je poserai les questions, vous répondrez, et nous verrons si vous comprenez vraiment quelque chose à la loi. » Le procureur, le docteur Parker, roule des yeux, visiblement irrité par ce qu'il considère comme une perte de temps. Pour lui, l'affaire est simple, un adolescent noir portant un sweatshirt, près du lieu d'un cambriolage. La description correspondait, et pour la police de Summit City, c'était plus que suffisant. Première question, annonce le juge en ajustant ses lunettes à monture dorée. La loi dit qu'une personne est innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée. Vrai ou faux? Adam n'hésite pas. Un mensonge, monsieur le juge. Un murmure de surprise parcourt la salle d'audience. Le juge fronce les sourcils, son expression amusée laissant place à une véritable curiosité. Expliquez votre raisonnement, jeune homme. La loi le dit peut-être sur le papier, votre honneur, commença Adam, sa voix claire et ferme résonnant dans la salle, mais en pratique, les gens comme moi sont considérés comme coupables jusqu'à ce qu'ils aient prouvé leur innocence. Surtout lorsque la seule preuve est un jeune homme noir en sweatshirt. J'ai été arrêté dans la bibliothèque publique alors que je lisais Miranda v. Arizona, sans qu'on me pose la moindre question sur mon alibi. Le sourire du juge s'efface. Il ne s'attendait pas à une réponse aussi articulée, et encore moins à une réponse qui mettait si clairement en évidence les préjugés du système. Au fond de la salle d'audience, un jeune journaliste du Summit Daily News commence à prendre frénétiquement des notes. Si vous appréciez cette histoire de justice et de courage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres récits percutants comme celui-ci. Poursuivons, car le jeu du juge Robertson était sur le point de se transformer en quelque chose de bien plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer. Deuxième question, poursuit le juge, désormais plus sérieux. Un juge doit être totalement impartial dans toutes les affaires. Vérité ou mensonge? Encore un mensonge, monsieur le juge, répond Adam en ajustant ses lunettes. Le docteur Parker se lève brusquement. Monsieur le juge, c'est absurde. L'accusé est clairement. Laissez le garçon parler, interrompt le juge, sa curiosité l'emportant sur le protocole. Les juges sont humains, explique Adam, et les humains ont des préjugés, conscients ou non. Vous-même, lorsque vous m'avez vu entrer dans cette pièce, aviez déjà décidé que je n'étais qu'un gamin perturbé qui essayait de faire le malin. C'était votre premier préjugé. La salle d'audience est plongée dans un silence stupéfiant. Le procureur pâlit et, pour la première fois, le juge Robertson se rend compte qu'il y a quelque chose de très différent dans cette affaire. Ce qui n'était au départ qu'un jeu visant à humilier un garçon était sur le point d'exposer une vérité dérangeante qui allait ébranler les fondations du système judiciaire de Summit City. Troisième question, dit le juge en se penchant en avant. La police suit toujours les procédures correctes lorsqu'elle procède à une arrestation. Vrai ou faux? Un sourire subtil se dessine sur les lèvres d'Adam. C'est exactement la question à laquelle il s'attendait. Un mensonge, monsieur le juge. Et je peux prouver que, dans mon cas, la police a non seulement ignoré la procédure, mais a fabriqué des preuves pour m'incriminer. Le procureur se lève à nouveau, cette fois le visage rouge de colère. Monsieur le juge, c'est une accusation grave. Nous avons des preuves concrètes. Quelles preuves, docteur Parker? Adam l'interrompt, d'une voix calme mais provocante. La caméra de sécurité qui me montre soi-disant près du magasin? J'aimerais voir ces images, d'autant plus qu'au moment du vol, j'étais filmé par les caméras de la bibliothèque,
à 5 km de là. Le silence qui suit est assourdissant. Le juge Robertson réalise que son petit jeu a ouvert une porte qui ne pourra peut-être plus être fermée. Et Adam Foster, le garçon que tout le monde avait sous-estimé, commençait à peine sa véritable défense. Le procureur, le docteur Parker, déglutit lorsqu'Adam ouvre son sac à dos et en sort une enveloppe brune. « Voici ma déclaration d'entrée dans la bibliothèque, signée par le bibliothécaire en chef, ainsi que les images des caméras de sécurité. » Le garçon déposa les documents sur la table avec le calme d'un joueur d'échecs qui a prédit l'échec et mat. Le juge Robertson prend les documents, ses yeux s'écarquillent à mesure qu'il examine chaque page. Adam poursuit, « Comme vous pouvez le constater, j'étais à 5 km du lieu du crime, en train d'étudier l'affaire Plessy contre Ferguson. C'est drôle comme l'histoire se répète parfois, n'est-ce pas, monsieur le juge ?» Un policier assis au premier rang commence à transpirer. Il s'agit du sergent Thompson, celui-là même qui a arrêté Adam. Il se déplace sur sa chaise, mal à l'aise, tandis que le juge lève les yeux de ses documents. « Docteur Parker. » La voix du juge était différente, plus sérieuse. « Comment expliquez-vous cette divergence ?» Le procureur tente de garder son calme. « Monsieur le juge, nous avons un témoin oculaire qui… » « Un témoin qui n'est curieusement pas présent aujourd'hui, » interrompt Adam, ainsi que les images supposées de la caméra de sécurité du magasin qui m'incriminerait. « J'aimerais savoir pourquoi, docteur Parker ?» Toute la salle retient son souffle. Au fond de la salle, le jeune reporter du Summit Daily News tape furieusement sur son ordinateur portable. L'affaire prend une tournure à laquelle personne ne s'attendait. « Votre honneur, » poursuit Adam, « j'aimerais appeler mon premier témoin, mademoiselle Eleanor Wells, bibliothécaire en chef. » Une dame aux cheveux gris et aux lunettes d'écaille se lève. Alors qu'elle se dirige vers la barre, Adam remarque que le sergent Thompson chuchote quelque chose à l'oreille d'un autre policier. « Mademoiselle Wells, » commença Adam, « pourriez-vous décrire ce qui s'est passé jeudi après-midi ?»« Bien sûr, » répond-elle en ajustant ses lunettes. Adam était à son bureau habituel, à côté de la section de droit constitutionnel. Il était tellement concentré qu'il a à peine remarqué l'irruption de la police dans la bibliothèque, arme au poing, effrayant tous les enfants présents. Le visage du sergent Thompson devient rouge. Le juge se pencha en avant, son expression se durcissant. « Continuez, s'il vous plaît, » demande Adam. « Ils l'ont attrapé sans explication, » s'indigne mademoiselle Wells. « Quand j'ai essayé de montrer les caméras de sécurité qui prouvaient qu'il était là depuis le début, le sergent Thompson m'a dit que je ne devais pas m'en mêler si je savais ce qui était bon pour moi. » Des murmures de choc résonnent dans la salle d'audience. Le docteur Parker se lève brusquement. « Objection. C'est vrai, » ajoute Adam, « tout comme il est vrai que le sergent Thompson a reçu un appel téléphonique quelques minutes avant de m'arrêter. Un appel du capitaine Morris. » Le nom tombe comme une bombe dans la salle d'audience. Le capitaine Morris était le chef du service de police, connu pour ses relations controversées avec la communauté noire. « Comment le savez-vous » demande le juge en se penchant vers l'avant. Adam sourit légèrement. « Parce que pendant que j'étais assis au poste de police, menotté à une chaise, j'ai entendu une conversation très intéressante entre le sergent Thompson et le capitaine Morris. Quelque chose comme « trouver un suspect tout de suite pour calmer la presse ». Le sergent Thompson se lève brusquement, son visage est un masque de fureur. Mais avant qu'il ne puisse parler, les portes de la salle d'audience s'ouvrent. Un grand homme en uniforme impeccable entre, c'est le capitaine Morris en personne. « Cette affaire est close », annonce-t-il avec autorité. De nouvelles preuves ont été découvertes. Adam ne bouge pas. Son regard croise celui du capitaine Morris, et à ce moment-là, tout le monde dans la salle d'audience comprend que le jeu « vérité ou mensonge » vient de se transformer en quelque chose de bien plus dangereux. Le jeune prodige s'était frotté aux mauvaises personnes, et il était maintenant sur le point de découvrir le véritable prix de la justice à Summit City. Le capitaine Morris s'avança dans l'allée centrale du palais de justice, ses pas résonnant comme des tambours de guerre. Adam ne broncha pas, au contraire. Un sourire calculé se dessina sur ses lèvres lorsqu'il réalisa que le chef de police était tombé dans le piège qu'il avait méticuleusement préparé. Le moment qu'il attendait depuis des mois était enfin arrivé. « De nouvelles preuves, capitaine ?» demanda Adam, sa voix calme masquant l'adrénaline qui coulait dans ses veines. « Il serait intéressant de savoir comment ces preuves sont apparues, étant donné que vous venez de sortir d'une réunion secrète avec le maire Williams. Une réunion qui, curieusement, a commencé juste au moment où j'ai présenté les preuves de mon innocence. » Le capitaine Morris se figea au milieu du couloir, son visage se durcissant comme du granit. « Comment savez-vous pour cette réunion ?» De la même manière que je suis au courant des 7 autres affaires de ce mois où de jeunes hommes noirs ont été arrêtés sans preuve concrète. Adam ajuste ses lunettes,
le reflet des lumières cachant momentanément ses yeux. La différence, c'est qu'ils n'avaient pas de caméra pour prouver leur innocence. Marcus Johnson, 15 ans, arrêté pour apparence suspecte. Thomas Wilson, 14 ans, arrêté pour comportement inapproprié. Michael Brown, 16 ans, menotté pour avoir résisté à l'approche. La salle d'audience a éclaté en murmures lorsque, au fond de la salle, 3 adolescents se sont levés, tous noirs, tous avec des histoires similaires. Leurs familles, assises à proximité, se mettent à pleurer en silence. « Votre honneur !» Le capitaine Morris tente de garder son calme, mais sa voix tremble légèrement. Cette affaire ne relève pas de la compétence de ce tribunal. Il s'agit d'une question de sécurité nationale. Sécurité nationale. Adam rit sans humour, sa voix résonnant dans la pièce. Ou plutôt sécurité électorale, capitaine. Le maire Williams doit montrer des résultats avant les élections, n'est-ce pas? Combien de fausses arrestations ont été nécessaires pour que les statistiques restent bonnes? Combien de vies ont été détruites pour que vous puissiez annoncer que la criminalité a baissé de 40%? Le sergent Thompson se lève brusquement, la main se dirigeant instinctivement vers son arme. Sarah Foster, la mère d'Adam, étouffe un cri. Mais avant que la situation ne dégénère, les doubles portes de la salle d'audience s'ouvrent avec fracas. Une femme élégante en tailleur bleu marine entre, suivie d'une équipe d'agents fédéraux en gilet pare-balles. « Je suis l'agent spécial Diana Rivera du FBI. Capitaine Morris, vous faites l'objet d'une enquête fédérale pour violation systématique des droits civils, falsification de preuves et obstruction à la justice. » Le visage du capitaine Morris se transforme en un masque de fureur et de désespoir. C'est absurde. Qui a autorisé? Qui nous a prévenus? Ajoute l'agent Rivera, un sourire narquois aux lèvres. Disons que nous avons reçu des informations très intéressantes d'une source inattendue. Des informations qui révèlent un schéma systématique d'arrestations fabriquées, de preuves plantées et de témoignages forcés. 3 mois d'enquête fédérale ont confirmé chaque détail. Adam se détendit enfin sur sa chaise, sentant le poids de la clé USB dans sa poche. Ce petit appareil contenant des mois de dossiers de police piratés, des conversations secrètement enregistrées et une piste numérique qui reliait chaque arrestation illégale directement au bureau du capitaine Morris. C'est impossible. Le capitaine Morris rugit, le visage rouge de rage. Ce n'est qu'un enfant. Un enfant qui... Un enfant qui a passé les 6 derniers mois à documenter tous les cas d'abus policiers à Summit City, interrompt Adam en se levant. Un enfant qui a appris à pirater les systèmes de sécurité après que son père a été arrêté à tort il y a 3 ans. Un enfant qui a découvert que le département de police a un quota mensuel d'arrestation pour maintenir le financement du gouvernement de la ville. Le juge Robertson s'est penché en avant, son expression mêlant admiration et inquiétude. « Adam, vous rendez-vous compte du danger dans lequel vous vous êtes mis? »« Oui, monsieur le juge, » répond Adam en regardant directement le capitaine Morris. Mais il fallait que quelqu'un montre que le jeu était truqué depuis le début. Que pendant que des familles étaient détruites et des vies ruinées, certains flics obtenaient des promotions et des primes basées sur de fausses arrestations. Des agents fédéraux ont commencé à circuler dans la salle d'audience, menottant le capitaine Morris et le sergent Thompson. Le docteur Parker, le procureur, tente de s'enfuir par l'arrière, mais il est intercepté. La vérité qu'Adam avait mise au jour était plus grande que quiconque ne l'imaginait. Un réseau de corruption qui s'étendait du commissariat de police aux plus hauts échelons du pouvoir municipal. « Dernier tour de notre jeu, votre honneur », dit Adam, sa voix portant le poids de toutes les injustices dont il a été témoin. Vrai ou faux? La justice est-elle vraiment aveugle? Le juge Robertson regarde le chaos qui se déroule dans sa salle d'audience. Policiers arrêtés, journalistes tirant des flashs, familles se serrant les unes contre les autres, les larmes aux yeux, et, pour la première fois de sa carrière, il n'a pas de réponse. À ce moment-là, alors que le capitaine Morris est conduit hors de la salle d'audience, il se tourne une dernière fois vers Adam, ses yeux brûlants d'une promesse silencieuse de vengeance. Adam soutient son regard, sachant que la guerre n'est pas finie, mais qu'elle ne fait que commencer. Le matin suivant la séance dramatique du tribunal, Summit City se réveille différemment. Les journaux titrent sur le scandale de corruption de la police révélé par un garçon de 12 ans. Le Summit Daily News titrait « Un prodige de 12 ans démantèle un système de corruption en utilisant uniquement son intelligence et son courage ». Adam Foster était assis sur le balcon de sa maison, feuilletant les journaux pendant que sa mère Sarah préparait des crêpes dans la cuisine. Le premier repas paisible qu'ils avaient pris depuis des mois. Mais la paix est interrompue par un appel de l'agent du FBI Rivera. « Adam, il faut qu'on parle », dit-elle d'une voix tendue. Le capitaine Morris s'est échappé pendant le transfert vers la prison fédérale. Le garçon ferme les yeux, sentant le poids de cette information.
Il savait que cela pouvait arriver. Des hommes comme Maurice avaient de puissantes relations. Il y a combien de temps? 3 heures. Nous mobilisons une équipe pour vous protéger, vous et votre famille. Mais il est trop tard. En regardant par la fenêtre, Adam aperçoit une voiture noire arrêtée de l'autre côté de la route. À l'intérieur, une silhouette familière surveillait la maison. Ce n'était pas Maurice, mais quelqu'un de bien plus dangereux. « Agent Rivera », dit Adam d'une voix calme pour ne pas alarmer sa mère, « le maire Williams est dans ma rue. » Le silence à l'autre bout du fil est assourdissant. Le maire n'était pas là par hasard. Il était le dernier maillon de la chaîne de corruption qu'Adam avait découverte. Sur la clé USB qu'il avait dans sa poche, il y avait non seulement des preuves contre le service de police, mais aussi des documents liant le maire à des années de corruption. « Adam, ne bouge pas », ordonne Rivera. « Nous sommes en route. » Mais le garçon savait qu'il n'avait pas le temps. Il a vu d'autres voitures encercler sa maison, des hommes en costume qui n'étaient certainement pas des agents fédéraux. Le maire était en train de régler les derniers détails avant que l'enquête ne l'atteigne. « Maman, » dit Adam d'une voix ferme, « tu te souviens du plan d'urgence que je t'ai raconté? Tu te souviens du plan d'urgence dont je t'ai parlé? » Sarah Foster laissa tomber la spatule, le visage pâle. « Fils. Maintenant, maman. Il faut qu'on y aille maintenant. » En quelques secondes, il se dirige vers la porte de derrière, le long d'un chemin qu'Adam a tracé il y a des mois. Ce n'était pas seulement un génie, c'était aussi un stratège qui avait toujours plusieurs longueurs d'avance. Alors qu'il traverse la ville, Adam active à distance un programme sur son ordinateur. En quelques minutes, toutes les preuves qu'il a recueillies seront envoyées automatiquement à tous les journaux de l'État, à tous les bureaux du FBI et à toutes les chaînes de télévision du pays. Le jeu n'a jamais été la vérité ou le mensonge, n'est-ce pas? Demande sa mère alors qu'il se cache dans un café très fréquenté. Adam sourit, regardant sur les téléviseurs de l'établissement les nouvelles explosées en temps réel. Le visage du maire Williams apparaissait sur chaque écran, ainsi que des fuites de documents et des enregistrements compromettants. Non, maman. Le vrai jeu, c'était la justice ou le pouvoir. Et ils ont choisi le pouvoir. Dans les semaines qui suivent, Summit City subit une profonde transformation. Le maire Williams a été arrêté alors qu'il tentait de fuir le pays. Le capitaine Maurice a été retrouvé dans un hôtel au bord de la route, essayant de négocier l'immunité en échange de plus de preuves. L'ensemble du commandement de la police a été remplacé. Adam Foster devient le symbole du changement, mais il sait que son combat ne fait que commencer. Sur son bureau, de nouveaux dossiers s'empilent, d'autres affaires, d'autres villes, d'autres services de police avec des statistiques trop suspectes pour être des coïncidences. Prêt pour une nouvelle partie? Demande l'agent Rivera, quelques mois plus tard, en posant un nouveau dossier sur son bureau. Adam ajuste ses lunettes, un sourire se dessine sur ses lèvres. Toujours. Parce que maintenant, ils savent qu'ils ne jouent plus seulement contre un enfant, mais contre la vérité. Si vous avez aimé cette histoire de courage et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car comme Adam Foster, il y a beaucoup d'autres histoires de personnes qui ont osé défier le système et se battre pour ce qui est juste. Et peut-être, juste peut-être, la prochaine histoire de changement pourrait être la vôtre.